Le Pitch Club. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Voilà, et donc cette semaine nous recevons Hugo Gertner et pas Gertner parce que c'est très important. Il y a On des n'aime doutes, pas écorcher les noms au Pitch Club. On est quand même débat. on voue une importance quand même sans faille à la bonne prononciation des noms. Les noms. Au cas où vous l'auriez pas entendu parce qu'ils vont sûrement le couper. Juste avant de faire son lancement là, il a fait un autre lancement. David, où il a dit bienvenue au Beach Club. Ouais, mais parce que je suis tellement dans ma tête, je suis déjà en vacances, tu vois, genre au bord de la plage. Ouais, dans ta tête, t'es sur YouPorn surtout. Non, YouPorn, bienvenue au Beach Club. C'est un peu surfait. Il y a d'autres sites maintenant qui sont mieux. Le mec, tu peux pas t'empêcher de mettre tes mots-clés préférés dans toutes tes phrases, en fait. Exactement. Putain, bienvenue au Beach Club. Bienvenue au Beach Club. Donc voilà, Hugo Gertner qu'on reçoit, qu'on peut. Alors comment on pourrait vous présenter aux auditeurs, Hugo? Comment on pourrait me présenter aux auditeurs? C'est pas votre travail, ça? Tu fais quoi Si, mais justement, tu fais quoi dans la vie? Qui es-tu? Ah ouais, c'est ça là, ça commence comme ça le podcast. Après, tu fais quoi dans la vie? Non, avec toi, oui, mais tu fais quoi dans la vie? Avec toi, oui, parce que t'as plusieurs casquettes. J'ai plusieurs. Non, là, t'en as autre que celle que t'as sur la tête. Absolument. Voilà. Qu'est-ce que je fais du stand-up. J'écris des blagues, pour moi, pour les autres, et des histoires. Donc, je suis aussi, auteur et scénariste. Contrairement à d'autres humoristes, qu'il y avait le confinement, couvre-feu, t'étais pas vraiment impacté, à part le fait que tu pouvais pas jouer sur scène. Alors justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que parce que c'est pas le truc. Ouais, non, mais parce que j'avais une activité par ailleurs, c'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est pas un problème de. Je dis, c'était pas un problème financier, c'était un problème de rythme. C'est-à-dire que la scène, ça conditionne complètement ta journée, quoi. Tu vois, tous les humoristes le disent que ton point de mire, c'est le soir. Tu sais que tu vas avoir une montée d'adrénaline le soir, donc ça impacte toute ta journée, toute ta vie, en fait. Parce que ton rythme, il est vraiment basé là-dessus. Tu peux ne rien faire pendant la journée parce que tu te dis, de toute manière, je vais travailler le soir. Et quand t'as plus ça, ça fout complètement en l'air ton rythme biologique, ton rythme de travail, ton rythme de tout. Et ça, je sais pas ce que ça va donner sur mon rythme de vie, quoi. Alors justement, toi, tu parlais du soir, tu venais pendant ce couvre-feu, tu venais le soir au Paname, manger des smash burgers. Et regarder les matchs de foot. Donc ça arrive effectivement. C'était pendant le deuxième confinement, on va dire. C'est ça, couvre-feu, octobre là, 2020 et à peu près mars 2021. Le Paname, où on est actuellement, a servi des burgers le soir à emporter et c'était devenu une espèce de refuge d'humoristes. MJC. Il y a eu pas mal de bons moments, en fait. Et est-ce que tu te souviens de 2-3 séquences sympas les matchs, quand même. Ces soirées-là. Les matchs, c'était très drôle. Ouais. Les matchs, comment? Pourquoi qu'est-ce que Parce que vous êtes tous des malades de foot ici, moi j'y connais rien, mais vous êtes tous des malades de foot et juste vous voir vous insulter pendant 90 minutes, c'est très très drôle. Surtout quand tu connais pas. Et quand les mecs ils se balancent des noms, tu sais pas ce que c'est les noms, machin, ils te disent ouais mais nous en 94, tu sais même pas ce qui se fait, n'importe quoi. Tu vois c'est très très drôle les matchs ici. Et du coup moi je me mets derrière le bar et je bois et je regarde tout le monde s'insulter et je passe une très bonne soirée. Et il y a pas d'équivalent que le foot, je pense qui peut créer comme ça, susciter des émotions et des passions en termes de divertissement. Si, le conflit israélo-palestinien, David. Oui, mais je te parle en termes de divertissement. C'est honteux ce que tu viens de faire là, franchement. Non, je te parlais en termes de divertissement. On peut pas. Franchement, David, je comprends pas. C'est le foot, c'est un divertissement de masse. Je propose que tu quittes le podcast et que tu laisses Mustapha continuer. Je te quitte le podcast. C'est vraiment honteux ce que tu viens de faire. Genre les pires émotions que tu peux ressentir, c'est à ce moment-là. Non, en termes de divertissement, j'ai pas parlé en général. David, c'est choquant ce que tu viens de faire. Merci, David. Tu vas être cancelled. Tu verrais pas, par exemple, des mecs s'embrouiller pour parler de, je sais pas, d'une série ou d'un film autant que pour un. C'est marrant, non, parce que tu commentes le conflit israélo-palestinien comme un match de foot. Et la grosse avancée israélienne, grosse offensive. Ouais, sur le plan tactique, les Israéliens. Avec des consultants et tout, des mecs bord terrain. Ah, attention, il a tombé la fusée, là, il y a un hors-jeu depuis 70 ans. Il y a un hors-jeu depuis 70 ans, là, c'est sûr, ouais. La parade! Ouais, après, avant d'être dans le divertissement, dans l'humour, tu travaillais dans la banque et dans la finance. Absolument. J'étais analyste financier c'était quand je me suis arrêté en 2016. Alors comment tu t'es retrouvé là-dedans? C'est par défaut, par choix? Non, c'était plutôt par défaut, clairement, parce que j'ai fait, comme j'étais plutôt bon élève, tu sais, je fais une prépa parce que c'est ça qu'il faut faire, puis après une école de commerce parce que c'est ça qu'il faut faire, puis après de la finance parce que c'était le truc que tout le monde faisait à ce moment-là, tu vois, On était en quelle année quand t'as commencé la finance? En 2011, 10? 2010. Donc t'arrivais juste après la crise des subprimes. Avec les dates. Comment? T'es arrivé juste après la crise des subprimes. J'ai fait mon premier stage en finance pendant. D'accord. Au tout début. Et où moi j'étais en plus juste à côté de la salle des marchés, c'était à la Deutsche Bank.
Et je me souviens que ça commençait à péter. Mais c'était les mecs savaient pas trop en fait. Et c'était comment l'ambiance? Ils savaient pas trop ce qui se passait. C'était un peu chelou. Moi, c'était vraiment au début, donc il y avait pas, c'était pas la catastrophe comme il y a eu après. Donc t'étais dans quel endroit? C'était à Paris ou? Oui, c'était à Paris. Ouais, mais j'ai jamais travaillé autre part qu'à Paris. Dans le 9e vers Galerie Lafayette, là où il y a toutes les banques. Non, la Deutsche Bank, ils sont avenue de Friedland. Avenue de Friedland, d'accord. Ouais. Et donc j'étais à côté de la salle des marchés et tu voyais en fait tu voyais un peu la tension et les mecs tu sais qui voyaient que ça commençait à déconner. Moi je comprenais pas trop parce que tu vois j'étais stagiaire et en plus j'étais même pas en marché, tu vois moi j'étais en analyse financière donc c'est pas du tout le même métier. Mais juste je voyais les mecs tu vois qui étaient très tendus et puis qui passaient de moins en moins de temps à tu vois, normalement, ils se baladaient, tu vois, ils allaient à la machine à café, ils discutaient. Et là, tu voyais que, quand tu les voyais, genre, à la machine à café ou là où ils allaient chercher des pains au chocolat, je sais pas quoi, juste, tu les voyais, ils jetaient des coups d'œil tout le temps sur leur moniteur de 10 mètres, tu vois, pour vérifier que ça déconnait pas. Tu vois, tu sentais qu'ils étaient tendus, en fait. C'était une ambiance très chelou à ce moment-là. Parce que les gars que tu décris là, les femmes et les hommes qui font ça, eux, toute la journée, ils sont rivés sur plusieurs écrans d'ordinateur. Ils voient des courbes qui montent, ils descendent, et bon, ils font des opérations par rapport à ça. Et là, t'as senti quoi, un vent de panique? C'était au tout début, donc c'était pas un vent de panique, c'était, il y a un truc qui déconne, on sait pas exactement ce que c'est, on sait pas exactement quelle ampleur ça va prendre, donc on n'est même pas sûr qu'on doive anticiper, parce que si t'anticipes, ça veut dire que, tu vois, tu peux aussi faire des conneries en anticipant, parce que si t'anticipes une connerie qui va pas se passer, ça peut te coûter cher aussi. Donc c'était chelou en fait, c'était une ambiance, on sait pas, ça se trouve ça peut être énorme, ça se trouve pas, donc on sait pas trop ce qu'il faut faire, mais on est très nerveux. C'était vraiment ça l'ambiance. C'est comme genre un champ de bataille avec des tanks, imaginons, et qui se font face, et à un moment donné il y a un truc d'imprévu quoi. Toi t'es dans un tank, lui dans un autre tank à côté, il y a des commandants au-dessus là, mais en fait il se passe un truc bizarre, ils savaient pas comment. Je suis pas sûr de suivre ta métaphore en fait. Non, c'est-à-dire par rapport à se déplacer, si on avance plus en amont, tu vois, c'est des déplacements stratégiques. En fait, c'est juste que c'est de la stratégie en gros, ou à un moment donné, ou c'est que tactique. Non, justement, c'est pas du tout un truc stratégique, c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc très humain de panique, on sait pas. On sait pas, et donc tout le monde se regarde, tout le monde dit, ah, toi, t'as vu quoi, toi, tu sais quoi, toi, t'as machin. Ah, moi, j'ai un mec qui m'a appelé de New York pour dire, je sais pas quoi, ils viennent d'avoir les indicateurs du chômage ou des defaults, enfin des trucs des gens qui payent pas leur crédit. Donc on sait pas. Et tu sais, c'est vraiment les films qui ont été faits dessus sont vachement bien faits de ce point de vue. Tu sais, Big Short, ouais, les connu, machin, ils sont très bien faits ce film parce que ça te raconte vraiment. The Big Short, c'est un film avec. C'est un film d'Adam McKay avec Ryan Gosling, avec Steve Carell. Voilà. Avec Christian Bale, ouais, et Brad Pitt, génial dedans. Ouais, Brad Pitt, et Ryan qui a un petit rôle. Et Gérard Jugnot qui a un petit rôle. Gérard Jugnot. Oui, on voit vite fait à un moment donné dans un coin. Et parce qu'en fait la crise elle est pas arrivée d'un coup, ça a commencé en août, un peu les marchés ont commencé à décrocher en août, juillet, août. Oui, mais il y avait même des trucs des signes annonciateurs avant. Comme quoi, par exemple, avec le recul, maintenant. Je sais même plus parce que c'était des trucs en mode des indicateurs qui déconnent un petit peu. Tu vois, sur tout ce qui a trait aux produits qui packageaient des crédits immobiliers. Et donc c'était des petits signes, tu vois, c'était tu vois comme t'as dans The Big Short, tu vois les mecs qui se rendent compte ah oui quand même les taux de défaut ils sont quand même le double de l'année dernière, mais bon les cours bougent pas pour l'instant, donc qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire? On sait pas, mais souvent c'est ça le truc en finance, c'est que t'as souvent ce qui se passe c'est que t'as ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire les trucs qui représentent vraiment la performance des entreprises, de l'économie, machin, qui sont décorrélés des cours, des cours de marché. Et du coup, tu dis, mais à quel moment ça match? À quel moment il y a soit les fondamentaux qui rejoignent le marché, soit le marché qui rejoint les fondamentaux. Et le plus souvent, c'est le marché qui rejoint les fondamentaux et c'est là que les bulles explosent, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, avec les subprimes. C'est comme un volcan en fait, c'est-à-dire qu'il y a des fois sur des volcans. Continue dans les métaphores improbables. Vas-y. Il y a des volcans avec des mousses à chaque fois. Je pense qu'il va devoir quitter le podcast avec des signes annonçateurs, tu vois. Des fois, tu lui dis il fait bon en ce moment. Et voilà, le mec il est là. Tu sais dans le Seigneur des Anneaux, c'est un moment en fait. Justement, c'est le jour où ça pète, c'est comment l'ambiance que tu dis? C'est une ambiance un peu perceptive. J'ai pas vécu, j'étais pas à l'intérieur au moment où ça a pété. T'étais congé, ce jour-là? Non, j'étais de retour à l'école en fait à ce moment-là, de retour en école de commerce. Et t'as fait quoi comme école de commerce? J'ai fait quoi comme école de commerce? Oui. Le SCP. Le SCP. Ouais. Mais j'ai pas vu le truc péter, moi, en fait.
j'aurais bien aimé être là pendant, parce que ça doit être une expérience de dingue. Ça doit être très flippant, mais ça doit être une expérience de dingue à voir. Mais ça, c'est si vous voulez voir ce que c'est quand ça pète, littéralement quand ça pète, il y a le Big Short. Mais ce que c'est de l'intérieur, il y a un film extraordinaire. Comment? Les frères Cohen. Non, sur la crise des subprimes. Donc le Big Short. C'est Margin Call. Si vous avez pas vu ce film, vous voyez Margin Call, c'est absolument parfait sur ce que c'est l'ambiance dans une banque d'affaires, dans une banque d'investissement, quand tout explose. Ce film, il est vraiment extraordinaire. Où là, on est vraiment en direct. Ah ouais, là, c'est vraiment quasiment du temps réel sur l'explosion, sur le moment où on se rend compte que tout va exploser. Et ça dure quasiment, c'est surtout sur une nuit, en fait, le film, la nuit où ils se rendent compte de tout ce qui se passe, mais c'est sur quelques jours, en fait. L'action se passe sur quelques jours et c'est vraiment génial. Regardez ce film, c'est fantastique. Et c'est quoi ton état d'esprit quand tu vois que cette bulle explose? Tu te dis, je vais continuer dans la finance parce que c'est ma voie pour l'instant, ou tu te dis... En fait, tu m'en foutais, mais c'est là où je me rends compte rétrospectivement que comment dire? En fait, c'était pas fait pour moi, c'est-à-dire que quand le truc explose, tu vois, je suis ça au final d'assez loin. J'en ai pas grand chose à foutre. Même si tu vois, j'en ai comme chose à foutre comme tout le monde, tu vois. Et ça m'intéresse d'un point de vue économique plus que financier. Tu vois, c'est-à-dire j'aime beaucoup l'économie. D'accord. Mais sur mes propres perspectives, tu vois, j'étais même pas là-dedans, en fait. C'est là où je me rends compte que tout ce que j'ai fait, je l'ai vraiment fait parce que voilà, c'était ce qu'il fallait faire, et après je suis allé en finance et machin. Mais au final, c'est pas un truc qui m'importait beaucoup, quoi. Mais tu t'es mis là-dedans, c'est quoi, c'est les études, ça, c'est tes parents qui t'ont poussé, ou non, même pas, c'est même pas mes parents, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. Tu vois, c'était plus tout le monde. Tu vois, je suis dans un bon lycée, et donc, je suis bon dans un bon lycée, et donc, à ce moment-là, ça veut dire que tu dois faire une prépa, donc quoi comme prépa, ingé ou commerce. Moi, j'étais, un peu bon, un peu généraliste, donc je me suis dit, bon, bah, c'est commerce, et donc après, bah, tu te retrouves dans une école. Et après l'école, qu'est-ce que tu fais après? Tu peux faire du marketing, machin, mais bon, le truc qui était cool à ce moment-là, c'était la finance. Donc tu fais de la finance. Enfin, tu vois, tout est un peu comme ça, quoi. Tout est un peu comme ça, et après tu te laisses porter. Là aujourd'hui, tu travailles dans le monde du spectacle. À ce moment-là, t'es dans tes études à fond, t'es dans ton parcours, là où tu vas tout droit dans ton processus. Il y avait déjà des graines là qui étaient plantées là dans ta tête par rapport à parce qu'en fait ça faisait longtemps que j'écrivais, pas le spectacle, plus l'écriture, en fait. C'était plus l'écriture, ça faisait longtemps que j'écrivais un peu tout et n'importe quoi. J'ai écrit des histoires dans mon coin, j'ai écrit des paroles de chansons pour un groupe de potes. J'ai écrit qu'est-ce que j'ai écrit, enfin j'ai aidé des gens, tu vois, à écrire des trucs genre des sites internet, des trucs comme ça, tu vois. J'ai toujours écrit un peu tout et n'importe quoi. T'écrivais des mots à la fin de l'année au collège là, des mots à la fin de l'année, c'est quoi? Quand tu disais t'écrivais, c'était sur les agendas. Il y en a qui faisaient ça, ils écrivaient. Genre, je suis trop content de t'avoir dans ma classe. Quand tu dis t'écrivais, c'est pas Samélia qui a un sketch là-dessus. Concrètement, c'était quoi en fait quand j'écrivais des choses? C'était par rapport à quoi? Non, c'était des histoires. J'écrivais des petites nouvelles. J'écrivais des lettres d'amour. Non, j'ai jamais écrit de lettres d'amour. Ah ouais. C'est pas un romantique. Non, c'est vrai. Non, je suis très romantique, mais j'ai jamais écrit de lettres d'amour. C'est vrai. Qu'est-ce que j'écrivais? Ouais, tu vois, des petites histoires, des espèces de d'idées de courts-métrages comme ça, tu vois, dans mon coin, des paroles aussi des paroles de chansons que j'écrivais pour un groupe de potes. Et ça, c'était à titre personnel, c'est-à-dire c'était dans ton coin, dans un coin. Ouais, toi, c'était comme ça. Mais oui, en fait, l'écriture. Et là, t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Comment t'écris des histoires, ouais. J'en ai toujours écrit un petit peu, en fait. Quand j'étais ado, j'écrivais un petit peu. Et puis après, quand j'ai eu dans la vingtaine, j'écrivais, j'essayais d'écrire des espèces de petits bouts de scénario, de trucs. J'ai toujours un peu écrit, mais c'était dans ma tête, c'était comme ça. Je sentais que c'était un truc que j'aimais bien. Et puis après, non, le moment où j'ai vraiment découvert le stand-up, découvert, je pense que c'était. J'avais vu des trucs de stand-up déjà j'avais vu Gad Elmaleh quand j'étais petit, que j'avais adoré. Des proches que j'aimais énormément, Coluche. Mais là où le stand-up américain, qui était vraiment le truc qui je pense a changé, c'était ma découverte de Louis C.K. Ça, c'était je devais avoir 22 ans, c'était il y a... Non, 20 ans, je pense, c'était il y a 13 ans maintenant. Et tu l'as connu en France? Ouais, non, j'ai vu des trucs sur Internet, j'ai vu passer un jour. Je sais même plus exactement comment j'ai découvert ça, mais je vois un jour un truc sur Internet, et là, je pète un câble, quoi.
Si tu comprenais l'anglais, ouais, ça c'est parce que ça c'est vrai que j'ai cette chance-là, c'est que je suis bilingue depuis très longtemps. Grâce à quoi? En fait, c'est mes parents qui ont toujours voulu que je sois bilingue. D'accord. Donc ils m'ont inscrit à des cours d'anglais depuis mes 4 ans, quoi. Ah ouais. Ouais, et après je fais des voyages linguistiques, des trucs comme ça, mais ils voulaient absolument que je parle anglais. Donc t'es parti en Angleterre, aux exactement, États-Unis. Ouais. Et du coup, voilà, je suis bilingue, vraiment bilingue depuis que je suis ado, quoi. Et donc j'ai vraiment, ça c'est vrai que c'était une chance pour découvrir ça, quoi, parce qu'à ce moment-là, Louis C.K. c'était pas sous-titré, il y avait rien, tu vois, et personne connaissait, c'était un mec comme ça sur Internet, tu savais même pas ce que c'était, tu vois, parce que c'était même pas on était avant, je pense qu'on était, je sais même pas si le Jamel Comedy Club était sorti à ce moment-là. Il y a 13 ans, bah Non, tu vois, ça devait être où le tout début, ouais, ça, parce que ça fait 12 ans le Jamel Comedy Club. Je sais plus exactement. C'est 2006. Mais, 2006? Ouais, bah peut-être, tu vois. Enfin, vraiment, c'était au tout début, quoi, le stand-up était vraiment embryonnaire en France. Ouais. Je sais plus exactement, Louis C.K., je l'ai découvert, je sais plus, mais c'était il y a très longtemps, quoi. Je me souviens de le montrer à un pote, et le pote, il pète un câble aussi. Enfin, tout le monde pète un câble, avec tout le monde, les gens à qui je montre, mais personne sait exactement ce que c'est. Tu vois, le stand-up, les gens savent pas exactement ce que c'est, mais on voit juste que c'est génial, quoi. Et je pense que c'est là où ça a vraiment commencé, où j'ai vraiment commencé à aimer, enfin, tu vois, à me plonger vraiment dans le stand-up, et puis là, c'est vrai que j'ai plus arrêté. T'as pu arrêter, donc quand t'étais, donc après tu bosses dans la finance, tu te dis à l'époque tu regardes du stand-up à côté pour te divertir. Enfin entre autres d'autres choses. Mais j'ai mis très longtemps. C'est quand je dis je suis plongé dedans, c'est-à-dire j'en regardais tout le temps, j'en discutais avec des potes et tout, mais avant de me lancer, ça a pris très longtemps. Moi j'ai commencé à 28 ans. À 28 ans. Ouais. Ouais, et en anglais. Ouais. Direct t'as commencé en anglais. Alors. Ouais, parce que c'était ça en fait. En fait, rétrospectivement, je me rends compte que c'était à la fois parce que c'était le stand-up que je regardais, il était en anglais. Et donc, c'était logique que je commence en anglais. Dans ma tête, en tout cas. Et tu sais, un peu comme les groupes français qui chantent en anglais. Et tout le monde se fout de leur gueule. Et je comprends qu'on se fout de leur gueule. Mais à la fois, souvent, c'est sincère. C'est-à-dire que si toute la musique que t'as toujours écoutée dans ta vie, elle est en anglais. Tu vois, ces gens qui chantent en anglais, c'est vraiment la musique que t'as dans la tête. Tu vois, c'est cette musicalité, ce phrasé, ce truc. Et donc, c'est logique que toi-même, quand tu te mettes à chanter, ce soit en anglais. Parce que c'est ça qui te vient naturellement. Et du coup, moi, il y avait ce truc-là. Clairement, mais il y avait aussi le fait que rétrospectivement, je pense que c'était pour me protéger, pour dire non mais si ça marche pas, c'est parce que c'est pas dans ma langue maternelle, tu vois. S'il y avait un petit truc de je me protège un peu. Et du coup, j'ai mis plusieurs années avant de switcher en français, quoi. Donc t'écrivais, mais les premières vannes que t'as faites sont sorties de ta bouche, ont mis du temps, donc 28 ans, c'est... Ah ouais, non, j'ai mis très longtemps. Et quand t'es dans la finance, tu voyais des mecs qui faisaient des bonnes vannes, qui sont restés. Il y avait des ambiances mais comme dans tous les bureaux, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en finance, c'est comme un lundi, ou, enfin, tu vois. Non, mais c'était plus, tu vois, tout le monde se vannait, surtout dans les salles de marché, parce que nous, on était à côté, du coup, on les entendait, on se vannait aussi. Tu vois, c'est des ambiances très, tu vois, qui peuvent être relous, parce que, tu vois, c'est très, genre, très je sais pas comment, tu vois, très macho, tu vois, très viril, très t'essayes d'écraser les autres un peu, machin, mais il y a aussi des très bonnes vannes. Il y a aussi des très bonnes qui peuvent fuser. Mais c'est vraiment pas ça qui m'a influencé ce que j'ai vécu pendant mes études ou pendant ma vie professionnelle d'avant. C'était vraiment ce que j'ai découvert. Ouais, c'est le côté privé. Et c'était quoi le déclic pour arrêter la finance? C'est le stand-up qui a pris le dessus? Non, c'est que c'est arrivé d'un coup, en fait. C'est que j'ai tout plaqué en 24 heures parce que... Et tu faisais quoi à ce moment-là quand tu plaques tout? Je suis analyste financier. Là, à ce moment-là, je suis analyste financier. Je travaille avant tout pour un hedge fund et j'analyse des fonds d'investissement pour Voilà, exactement. Et j'analyse des introductions en bourse. Donc tu dis, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas? Voilà, exactement. Et du coup, donc je suis en train de faire ça. Et là, je reçois 2 coups de fil. Ce serait très très long de raconter l'histoire. On n'aura pas le temps dans le podcast, mais en gros, je reçois 2 coups de fil quasiment simultanément pour me proposer d'être auteur pour le Grand Journal, pour la Miss Météo du Grand Journal à Canal+. Et du coup, là, à ce moment-là, ce serait très très long de tout raconter, mais en gros, je pète un câble, je dis oui. Et on me dit, bah, du coup, vous pouvez venir demain. Et je fais, ah ouais? Et me font, ouais. Je fais, bah, ok. Et du coup, là, je me souviens que je le dis pas sur le moment. Je le dis pas sur le moment. Je pète un peu un câble, je sais pas trop quoi faire. Et du coup, je commence à
Je me dis mais attends, mais s'ils me le disent de venir demain, il doit y avoir plein d'autres candidats, donc il faut que je monte quelque chose. Donc je termine le taf à 23h. Oui. Et je reste au bureau parce que de 23h donc grosse journée quoi, 23h. Ouais, non mais là c'était n'importe quoi. Mais je reste au taf parce que de 23h à 5h du mat, j'écris des blagues. Des idées de format pour la météo, je regarde ce qu'ils font, machin. J'écris mais plein de trucs parce que je me dis il faut que tu vois, moi j'ai pas de CV, tu vois, je monte sur scène mais à ce moment-là je jouais même pas en français en plus, tu vois. Donc c'est vraiment donc je me dis il faut absolument que je me démarque machin, donc il faut que voilà. Donc j'écris le lendemain à 5h du matin, gentiment il est 6h, le rendez-vous il est à 11h. 10 ou 11h, je sais plus. Donc j'arrive à Canal, première fois que je pose les pieds à Canal. Là je rencontre la productrice qui me dit ah c'est cool, ouais, bah la Miss Météo non, elle est pas encore réveillée, elle est pas là. Je fais ah d'accord. C'était qui la Miss Météo à l'époque? C'était Ornella Fleury. C'était la dernière saison du Grand Journal. Et du coup à ce moment-là, bah je monte le truc, on me dit OK, ça se fait en fait en 24 heures. Et du coup là je dois démissionner de mon taf, dire oui, et puis là voilà, et puis à partir de là, j'ai jamais plus fait autre chose quoi. T'as pas fait de pot de départ? Non, j'ai pas fait mais rien, mais vraiment tout est parti ça a été à l'anglaise. Ça s'est fait en 24 heures, littéralement 24 heures. Comment les gens de Canal+ ils te connaissaient alors que tu faisais de la finance? Oui, ça c'est une bonne question. Alors ce serait très long à raconter, mais en gros, parce que t'avais un réseau. On m'a recommandé. Ce serait long à expliquer. En gros, il y a eu 2 voies par lesquelles on m'a recommandé. Une voie par Canal, qui était par les gens genre chercheurs de talent à Canal, et une voie par l'émission elle-même, par la productrice de l'émission. Donc 2. Et en fait, c'est pour ça que ce serait long à raconter parce que c'est un énorme concours de circonstances. Mais en gros, j'ai eu 2 coups de fil pour le même poste à 15 minutes d'intervalle ce jour-là. Et par hasard. Du coup, ouais, non, mais ça s'est fait parce qu'en fait, non, mais c'est pas par hasard, c'est que ils avaient un auteur qui leur a claqué entre les doigts au bout d'une semaine. Et du coup, là, ils étaient en panique, il fallait absolument le remplacer. Et donc, à ce moment-là, c'est ça, cet énorme concours de circonstances qui prendra du temps à raconter, mais où du coup, je me retrouve à être appelé à dire oui, alors que, tu vois, alors que c'était, tu vois, j'étais encore dans mon taf, machin, j'étais encore en train de faire plein de trucs, mais là, je me dis, mais c'est une occasion, tu vois, j'aurais plus jamais, donc il faut y aller à fond. Donc on dit oui et c'est demain, ouais, pas de problème. Et puis là, voilà. Et donc là, tu démissionnes. Ouais. Enfin, j'ai démissionné, mais en fait, le truc marrant, c'est que je démissionne sans avoir été embauché officiellement. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit oui, mais j'ai rien signé. Et du coup, il se passe ce fameux truc. C'est comment ils vont te payer. Comment ils vont te payer du coup si tu pars comme ça? C'est-à-dire comment ils vont me payer? Vu que t'as pas été embauché, t'as un contrat, tout ça. Non bah, c'est un saut dans l'inconnu. Ils m'ont dit oui, mais le truc marrant, c'est que à ce moment-là, donc c'était la première fois où je posais les pieds à Canal, c'était le jour du plus gros scandale de l'émission, du Grand Journal, où il s'est passé un truc avec comment il s'appelle, Jonah Hill, qui était l'invité, et où en fait, donc Ornella, elle a fait une chronique qu'il a pas du tout aimé, et où il a un peu pété un cap sur le plateau. Jonah Hill, c'est un acteur. Hein. Oui. D'accord. Grand acteur, le Loup de Wall Street. Voilà. Et donc elle a fait une chronique qu'il a pas du tout aimé. Ouais, c'est vrai qu'elle avait un peu égratigné ce jour-là. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, c'était complètement taré parce que les gens savaient que les gens savaient que c'était pas moi qui l'avais écrite, cette chronique, parce qu'elle avait déjà écrit le truc Ornella avec quelques autres personnes. Et mais en fait, à ce moment-là, tout m'est retombé dessus. Et tout le monde a cru que c'est moi qui l'avais écrite. Et du coup, j'ai vraiment cru que j'allais être viré avant d'être embauché. Et j'ai pas mangé pendant 3 jours en fait, parce que ce truc arrive vendredi 20h. Et je suis rentré à Canal lundi à midi. J'ai pas mangé en fait entre vendredi 20h et lundi 16h. J'ai perdu 3 kilos en 3 jours. Parce que vraiment, je me suis dit, mais c'est la fin, je vais me faire virer avant d'avoir été embauché. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien, tu vois, je sais pas comment je vais faire. Et plus personne répond à mes coups de fil pendant le week-end parce que c'est la catastrophe. C'est l'huile de crise à Canal+. Ah ouais, vraiment, non mais c'était n'importe quoi. Parce que ça aussi, il faudrait. Mais c'était quoi de l'intérieur? Parce que lui, il a dû. C'est la production de son film qui a dû. Ah oui, non, ils ont annulé toute la promo française après à cause de ça. Donc on avait tous les journalistes étaient. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit pendant la chronique? Elle a fait des vannes sur son physique en disant que si je me rappelle. C'était un truc en fait, c'était une espèce de lettre d'amour vache
revanche. Ouais. Parce qu'elle, c'était une très grande fan. C'est toujours, je pense, une très grande fan de Jonah Hill. Mais en fait, elle c'était un peu, ouais, c'était une lettre d'amour vache, en fait. Elle le vannait sur son physique, mais pour lui dire qu'elle l'aimait. Mais c'est très mal passé. C'est très très mal passé. Et lui, tu vois, et en plus, il y a le truc de la traduction simultanée. Ouais, il est pas dans son pays, il est pas dans son pays, il connaît pas les codes, machin, tu vois, si t'es dans un late night, que c'était un acteur dans un late night, que tu connais le host, tu vois, le présentateur, et que tu sais que tout ça, au final, c'est bon enfant et que ce sera monté pour, tu vois, à ton avantage, bah, tu peux te laisser, t'es plus détendu, tu peux plus te laisser faire. Là, il était pas du tout. En plus, après, on a appris qu'il était, qu'à ce moment-là, il était pas bien du tout, qu'il était, plein de trucs. Ouais. Mais non, mais du coup, ça a été très violent sur le plateau, mais surtout après, il est parti en hurlant, en cassant des trucs, et où après, il y a eu plein d'articles pendant le week-end pour dire que c'était honteux ce qu'on avait fait, machin. Il y a eu des articles, mais pendant le week-end, il y a eu des articles au Japon, au Brésil, c'était, mais n'importe quoi, on nous insultait en portugais. Vraiment, mais c'était fou, quoi. C'était des trucs pour dire qu'on était la pire émission de la Terre, machin. Et moi, à ce moment-là, je débarque, tu vois, je sais pas ce qui se passe. Sauf que je me rends compte pendant le week-end que plus personne me répond. Et donc, je me suis dit, ah oui, donc en fait, ça va être moi, le bouc émissaire. Tout va me retomber dessus. Je vais être viré avant d'avoir été embauché. Et là, je viens de faire la pire connerie de ma vie, quoi. Donc, non, mais ça a été... Et t'étais comment, à ce moment? T'as appelé des proches pour te confier, ou t'étais prostré chez toi, tout seul? Non, j'étais prostré chez moi. Vraiment, j'étais prostré chez moi, tout seul. Allongé tout nu sur le parquet à regarder le plafond. Ah, mais en position fétale, au milieu de mon lit. C'était super violent à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est la fin. Et en fait, non, ils m'ont rappelé, pour écrire une chronique d'excuses. Où là aussi ça a été complètement taré parce qu'il y a eu 15 versions de la chronique d'excuses. J'ai dû écrire une lettre d'excuses personnelle à Jonah Hill. Je te jure, c'était fou. C'était complètement taré. J'étais relu par Le Juridique et Maxime Saada en même temps. Enfin non, mais pour raconter vraiment ces 3 jours, il me faudrait 4 heures. Maxime Saada, il était déjà patron de Canal. Il était déjà patron de Canal à ce moment-là. Tu devrais en faire un livre, peut-être. Comment? Non, je voudrais en faire une série, en fait. Ah, une série? Non, mais parce que c'est, juste sur l'épisode, en fait. Pas juste là-dessus, parce que après, j'ai vraiment vécu des trucs assez dingues, parce que tu vois, mon premier job vraiment d'auteur, ça a été le pire job d'auteur possible. C'est-à-dire que je suis jeté dans une émission qui était à un moment le plus grand talk show le meilleur talk show et le talk show le plus classe de France, tu vois. Le Grand Journal, c'était vraiment, tu vois, une institution à un moment. Oui, c'est ça, c'est qu'en gros, si t'as un invité qui vient à Paris faire de la promo, Grand Journal, il t'appelle, il décroche. Ouais, complètement. À un moment, c'était ça. Mais sauf que là, c'était la dernière saison et c'était la catastrophe. Ça fait plus d'audience, il y avait plus d'audience, les gens voulaient plus venir, enfin, c'était une catastrophe, quoi. C'était vraiment le Titanic. Tu vois, c'est-à-dire qu'on m'a élitreillé sur le Titanic 100 mètres après l'iceberg, tu vois. Et du coup, je me retrouve là-dedans. Et à ce moment-là, oui, j'ai vécu des trucs de l'intérieur, mais complètement dingues, sur la chute de cette émission, sur les invités qui pétaient des câbles, non, mais je me suis retrouvé à négocier des vannes. À un moment, l'invité, c'était Sting. Je me suis retrouvé non, mais c'était fou, à négocier des vannes sur un kebab, dans un couloir de loge avec Sting, son agent, son attaché de presse, la productrice de l'émission et le présentateur. Et moi qui essaye d'expliquer à ces gens-là, en anglais, ce que c'est qu'un kebab à Paris et pourquoi on peut faire des vannes dessus. Non mais des scènes, mais je te jure, mais ça me restera toujours des trucs mais complètement tarés. T'imagines, t'expliques à Sting ce que c'est qu'un kebab et pourquoi le mec il dit mais je comprends pas, dans ton texte tu dis chef à un moment, pourquoi chef? Non mais c'est parce qu'en fait chef c'est le mec du kebab, souvent il dit chef, machin. Enfin, des trucs, des scènes surréalistes, tu vois. J'ai vécu un concert de Metallica pour 50 personnes. Parce qu'ils venaient faire leur promo à Paris, ils ont fait le concert dans l'émission et 50 personnes. Le dernier jour de l'émission, c'était le concert d'Ayam, et du coup je me retrouve sur scène entre Akhenaton et Shuriken qui sont en train de chanter je sais plus, enfin c'est un titre de leur dernier album. Non, c'était fou. Non mais c'est vraiment, j'ai vécu des trucs dingues et des trucs, mais à la fois des trucs dingues en bien et des trucs dingues complètement absurdes, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même la fin d'une époque. En gros, c'était un cycle qui se terminait. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, donc bon, là on est sur d'autres délires. Mais à ce moment-là, en fait, on est quand même sur 15-20 ans d'histoire, là. C'est-à-dire que ça démarre Canal 85-86. Il y a toujours eu des gros Barnum. Il y avait nulle part ailleurs. Après, donc cette émission-là de Denisot a pris un peu le relais avec des gros trucs à Cannes, tout ça, avec beaucoup de moyens. Et après, tout s'est arrêté. Donc maintenant, c'est beaucoup plus infotainment, on va dire.
Mais à ce moment-là, voilà, c'était un petit peu le bordel, mais c'était un beau bordel, quoi. Non, c'était vraiment la fin. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était là. Je pense que la fin de l'époque Canal avait déjà commencé avant, mais je pense que la fin du Grand Journal, ça a vraiment acté la fin de cette époque. Ça l'a achevé, quoi. Ouais. C'était vraiment là, c'était l'estocade, quoi. C'était vraiment oui, c'était ce qui a vraiment acté la fin de l'époque, parce que c'était la dernière grande émission de Canal. Et que là il y a plus rien avec le fameux esprit Canal. Ouais un peu de déconnade dans le sérieux, plus du tout non, mais c'est pour ça que j'ai mis l'histoire à raconter sur les vannes refusées, les trucs, enfin tout était fou, quoi, dans cette émission à ce moment-là. Et du coup, oui, c'était voir ça de l'intérieur. Tu vois vraiment la mort d'une époque de l'intérieur, la mort d'un esprit qui a vraiment défini, pas juste Canal, mais ça a vraiment défini la comédie française pendant 20 ans, quoi. Ça a été, ils ont donné le là de l'humour français, Canal, pendant 20 ans. Et là, vraiment, tu vois ça, tu vois la mort de ça de l'intérieur, du fait d'un mec, d'un jour Bolloré qui décide de reprendre les commandes de ce truc-là, et les commandes de Canal, et qui en a marre et qui décide de faire complètement autre chose. Et puis là, d'un coup, tu vois tout s'effondrer, quoi. Oui, c'est une décision industrielle. Voilà, Bolloré, on dit qui c'est un grand chef d'entreprise, voilà, qui a beaucoup d'intérêt dans plein de trucs différents. Vincent Bolloré. N'écorche pas son nom, s'il te plaît. Dans les médias. Et donc, il a pris le contrôle de Canal+ via Vivendi, qui est la maison mère de Canal. Parce que Vivendi, où il est actionnaire principal. Et donc, il a totalement redéfini la chaîne Canal+ en modifiant son ADN. Et donc en changeant les hommes, et notamment toute la partie de déconnade, c'est-à-dire les guignols, zapping, tout ce qui était un petit peu contestataire. Il a viré les mecs des guignols, où ça c'était fou. D'un coup, on passe de, tu vois, l'émission, tu vois, de satire politique la plus importante, des 20 dernières années, d'un coup, ils se mettent à faire des vannes sur Justin Bieber, quoi. Et Kim Kardashian. Et Kim Kardashian. Là, tu dis, mais vous êtes tarés, quoi. Mais est-ce que ça avait pas été, déjà, il y avait pas le premier coup d'estocade, c'était pas le rachat par, Jean-Marie Messier quand... Ah non, ça, c'est pas été, enfin, tu peux raconter l'histoire comme tu veux, mais non, en fait, c'est pas ça qui a foutu en l'air l'esprit. Non, c'est vraiment lui qui a, après tu peux toujours dire, tu vois, à cette époque-là, on disait déjà non mais putain, c'est vraiment plus l'époque de nulle part ailleurs, tu sais, il y a vraiment ce truc du c'est toujours mieux avant. Oui. Mais l'époque Bolloré, c'est complètement autre chose. Là le mec, il a complètement vidé Ah oui, non mais il a complètement vidé il a changé d'un point de vue industriel, c'est-à-dire que c'était comme si tu changeais d'usine. En fait, je fais une usine qui fabrique du lait, après d'un coup tu te dis tiens, moi je vais faire du ciment à la place. Donc tu changes tout le process. Non, il a tout. C'est une décision qu'il a prise. Il a tout changé et du coup effectivement cet esprit est mort. Et voir effectivement ce truc mourir, surtout qu'il y avait un truc assez génial qui était que notre studio, donc le studio du Grand Journal, il était collé, littéralement il y avait juste un couloir qui est séparé, au studio de TPMP. Ah. Et du coup il y avait vraiment ce truc dingue où t'avais d'un côté la mort d'une émission et de l'autre côté l'ascension de l'autre, tu vois, qui était, tu vois, le truc plus populaire, machin, sur lequel les mecs du Grand Journal chiaient toute la journée, mais qui faisait de l'audience, et nous qui étions censés, alors qu'en fait c'était pas le cas, mais censés être plus intello, plus machin, qui faisaient pas d'audience. Et t'avais vraiment les deux côte à côte. Et ça donnait une ambiance assez ouf, quoi, parce que t'avais vraiment ce truc de ouais mais nous au moins on est intelligent, ouais mais nous au moins on fait de l'audience. Et tu parlais un peu avec les mecs de TPMP, les auteurs. Pas les auteurs, je les ai pas trop rencontrés de TPMP. Je pense que tu parlais pas trop avec les Hanouna, tout ça, ils étaient dans leur monde. Non, parfois je les croisais, tu vois, on disait bonjour, mais non. Non, mais c'était plus la différence d'ambiance. Ouais. Où d'un côté tu voyais des mecs qui avaient l'air de s'éclater, tu vois, s'éclater. Après, tu vois, il y avait aussi beaucoup de pression dans cette émission, dans TPMP, je pense qu'il y en a toujours. Mais les mecs, tu vois, tu sentais qu'ils étaient, enfin, tu sentais qu'ils kiffaient leur succès, quoi. Ils avaient une forme de liberté aussi. C'est-à-dire que, oui. Mais du coup, comment? Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, c'est presque de l'esprit Canal 2.0. C'est-à-dire que, ils ont gardé ce côté un peu foutraque bordélique. Après, on est peut-être pas obligé d'aimer. Mais ça ressemble. C'est-à-dire que ce que fait Cyril Hanouna, pour moi, ça ressemble à José Garcia avant. C'est-à-dire qu'il c'est un peu du bordel. Mais comme tu dis, il y a ce truc dans TPMP où, enfin, il y a effectivement le bordel, mais c'est pas un truc irrévérencieux. C'est un truc d'entre-soi qui marche très bien. Et les bandes, c'est très important dans les talk-shows. Mais c'est pas un truc où t'as, je sais pas, José Garcia qui vient faire son imitation de De Niro devant De Niro. C'est pas ça le truc. On n'est pas en réaction par rapport à ce qui se passe. On est entre nous.
Et c'est très important d'avoir des bandes dans des talk shows, tu vois. Howard Stern, c'est ça, c'est lui vraiment, pour moi, en tout cas, c'est lui qui a inventé ça. Alors, Howard Stern, on va dire qui c'est. Non, mais à chaque fois que tu veux dire qu'ils sont grand animateur de radio américain, voilà. Qui faisait des émissions un peu tarées, voilà. Et qui continue d'ailleurs à faire des émissions tarées. Et cet esprit de bande, et c'est vachement important. Mais du coup, pour moi, l'esprit Canal, il y avait quand même cette irrévérence, parce que sinon, je sais pas ce que c'est l'esprit Canal s'il y a pas ce truc de on va être le poil à gratter. Et là effectivement dans Cyril Hanouna pour moi c'est la grosse déconnade, mais c'est pas du poil à gratter. C'est pour moi c'est pas la même chose. Après effectivement ils ont une grande liberté de ton, mais on est dans ce que tu disais, c'est-à-dire dans l'infotainment. On n'est pas sur une émission qui reçoit des invités et qui fait tu vois c'est dans TPMP c'est pour ça que je disais que c'était un 2.0, c'est-à-dire qu'en fait oui, ça non, mais tu peux toujours être le 2.0 de quelque chose. Non, mais tu bien valides sûr. La métaphore. Mais c'est comment? Tu valides la métaphore. Je valide aucune métaphore de mousse, jamais. C'est pourquoi? Jamais. Je valide plus aucune métaphore. Des bonnes métaphores. Des moustaphores. C'est pas validé? Des moustaphores. Non mais en fait le truc c'est que non mais en fait le truc c'est que les dans TPMP, tu sais jamais qui sont les invités. Ouais. T'as un esprit de bande où la star c'est la bande, la star c'est les chroniqueurs, et où ce fameux truc d'esprit Canal, en fait, 1.0 pour reprendre ta moustaphore. Putain, on a inventé un terme. En fait, il est plus, il pourra plus jamais être là, quoi. Le Pitch Club. T'arrives dans la finance, crise des subprimes, t'arrives au grand journal, c'est la fin. Donc comment tu te retrouves là au mois de juin, fin de contrat de grille? Ouais, non, mais à chaque fois que j'arrive à un endroit, c'est la fin. Je suis arrivé au Paname en 2019 pour la pandémie. Non, mais non, après le grand journal, je passe chez intermittence. Je passe chez Studio Bagel. On va préciser qui c'est Studio Bagel, oui, donc c'était un collectif de youtubeurs qui a été comment dire, qui a été regroupé par un type qui s'appelle Lorenzo Benedetti, qui a monté une boîte et qui a fait après de la création de contenu et qui l'a revendu à Canal. Et au moment où moi j'arrive dedans, ça a déjà été revendu à Canal. Et du coup, à ce moment-là, on fait ce qui remplace la météo, c'est-à-dire une espèce de petite capsule. J'essaye de faire 2-3 projets avec eux, de piloter des trucs avec eux, mais ça a jamais vraiment pris. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé pour Black Pills. Je faisais un Black Pills qui était un truc qui a pas marché non plus. C'est vrai que je fais beaucoup de trucs qui n'ont pas marché. À chaque fois que j'arrive quelque part, en fait, ça plante. En fait, si vous voulez qu'un projet non, mais en fait, je rigolais, je faisais quand tu l'as dit, je faisais c'est drôle, mais en fait, c'est vrai. Ça va couler. En fait, c'est vrai, putain. Non, mais c'est venu comme ça. Non, mais Black Pills, Black Pills, c'était marrant, c'est un truc, ça a jamais marché. Comment ils t'ont contacté? Non, justement, c'était pas un contact. Ah bon, pourquoi c'était pas un bon conseil? La productrice du grand journal qui est passée chez eux et qui m'a appelé pour faire un truc. Et du coup, donc Black Pills, pour ceux qui personne ne peut se souvenir parce que personne l'a jamais eu. L'idée de Black Pills, c'était de faire du contenu, spécifique pour les smartphones. Oui. Donc du contenu, donc ça pouvait être n'importe quoi, des émissions, des séries, n'importe quoi, mais qui se regardaient sur smartphone. Oui. Et donc c'était sur une appli, ils avaient leur propre appli que tu devais télécharger pour regarder. Personne l'a jamais téléchargé. Si, moi j'avais téléchargé. Tu l'avais téléchargé? Ouais. Ah, donc c'était toi. Toi, je crois que t'étais 30% de l'audience de Black Pills, du coup. Personne ne regardait ce truc. Bah, donc c'est que c'est compliqué sur téléphone. Non, mais c'était débile, c'était vraiment débile. Est-ce qu'il y avait du blé, c'est-à-dire tu sentais qu'il y avait de l'argent? Mais oui, ça qui était fou, c'est-à-dire que, c'était les mecs de Deezer, si je dis pas de conneries, backé par Xavier Niel, qui a investi, je crois, quasiment 100 millions d'euros là-dedans. Enfin, c'était fou. Ah ouais, non, c'était fou. C'était des sommes folles. Attends. C'était des sommes folles. Il les a paumés, ça? C'est parti. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus ou moins transformés en boîte de prod classique, quoi. Parce que le projet, il a été complètement abandonné. Mais ça, c'est rien. Aux États-Unis, ils ont fait exactement le même projet. C'est Katzenberg, donc le mec de Jeffrey Katzenberg, donc qui est le mec qui a monté DreamWorks, notamment avec Spielberg et David Geffen, qui a essayé de monter exactement le même projet aux États-Unis, de contenu sur smartphone, sauf que lui, il a injecté 2 milliards et ils ont tout perdu. Donc tu vois, 100 millions, c'est pas grand-chose. Donc finalement, c'est une broutille par rapport. Il s'est planté là. Ouais, non, c'est complète grosse plantade. Il y avait des comiques qui étaient dessus, qui tentaient de faire des trucs dessus. C'était drôle parce que il y avait non, en France, oui, Kev Adams, il avait fait une série pour je crois la première série d'ailleurs pour Black Pills, mais non, aux États-Unis, c'est drôle parce que t'avais des comiques qui faisaient plus ou moins des podcasts, des émissions sur QB. Et tous, ils faisaient les mêmes vannes de
non mais de toute manière, tu vois, ils disent aux invités, non mais tu peux dire ce que tu veux, de toute manière personne regarde. Ils se foutaient de la gueule du truc en étant dessus et en étant payés sur le truc. Ils disaient, ouais, de toute manière personne regarde, ça va jamais. On va faire, si on fait une saison, c'est un maximum, machin. Ouais, c'est un genre de bateau fantôme, quoi. Ouais, non mais c'est pas où il va aller, et là, non mais c'était n'importe quoi. Voilà, il galère. Un peu comme Tidal, un peu, c'est pareil, je crois. Il y a plein de trucs comme ça. Tidal, ça existe encore. Oui, je crois que c'est vrai. Il devait le vendre, il l'a pas vendu. Ça passe pas le cut, quoi. À un moment donné, t'as Spotify qui a pris tout le truc, tu vois, t'as 2-3 gros qui se mettent en place. Ouais. Ouais, non, bon. Donc voilà, donc après Black Pills. Et après des trucs à droite à gauche, j'ai eu des jobs d'auteur à droite à gauche ponctuels. J'ai pas retrouvé des trucs vraiment stables où j'étais dans une émission ou dans un truc, c'était vraiment des trucs ponctuels. Donc tu papillotes, mais quand par exemple quand on t'appelle, c'est quoi? T'arrives, on te dit voilà, Hugo, on a besoin de toi pour créer. On m'a appelé pour créer un format pour, par exemple, c'était créer un format court pour Philippe Catherine. D'accord. Il sortait son album Confession. Oui. Et du coup, il voulait, pour accompagner les sorties de l'album, faire tout un truc, machin. Et donc, faire un format court qu'il voulait vendre à quotidien. Ils avaient donc ils m'appellent pour faire ça, ils ont fait un truc et tout le monde adore sur le papier. Mais évidemment, à ce moment-là, c'est le moment où Philippe Catherine, il vient d'avoir, non, c'était juste avant qu'il ait son César. Et, pour le Grand Bain. Et du coup, à ce moment-là, tout explose, quoi. Tout explose parce que lui, il a un planning de dingue, tu vois, il tourne dans plein de trucs, il tourne dans le film de Danny Boone, machin. Du coup, il a plus le temps de rien faire, du coup, finalement, on le fait pas. Donc, tu fais des missions à droite à gauche pour en tant qu'auteur. Et après, le stand-up dans tout ça, c'était parce que tu dis que t'en avais fait avant. Oui, la scène. Bah, à ce moment, non, mais moi, je te dis, donc, je commence à 28 ans. Et en fait, depuis, je faisais ça en parallèle du stand-up ou le stand-up en parallèle de ça, selon comment tu vois les choses. Et donc non, j'ai continué à faire ça. T'es pas obligé. En clair, ouais, en fait. Vous ne voyez pas parce qu'il y a pas de caméra. Ouais, mais non, à chaque fois, en fait, c'est 4 secondes avant chaque question de Mousse, il lève le doigt. C'est insupportable. On dirait que je vais lui donner la parole. Laisse parler les invités. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Vous n'avez pas le setup de ce podcast, mais là, on est 3 dans une cave, ok? On est sur une espèce de, tu vois, c'est mi-podcast, mi-tournante chelou, tu vois. Ouais. On est trois dans une cave, il y a pas beaucoup de lumière, il y a qu'une seule sortie, je suis pas bien. Voilà, pardon, Mousse, pose ta question. Donc, je disais, oui, par rapport au stand-up. C'est quoi tes premiers pas sur scène? À quel moment concrètement, c'est-à-dire tu fais des... Je sais pas ce que je dis. Tu fais c'est des pas scènes possible. ouvertes. Mousse, tu parasites ce podcast. Non, c'est une question... Fais un mousecast. Fais un mousecast où tu fais comme Bill Burr et tu fais que parler toi-même. Je pense que c'est mieux. Tu parasites, là. Bon, alors, en fait, tu disais tout à l'heure... tu disais, oui. Non, tu disais que tout à l'heure, t'avais fait des premières scènes en anglais. Ouais. Et donc, en parallèle de tes activités d'auteur, tu fais de la scène, stand-up. Ouais, mais moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu kiffes le plus? C'est quoi? C'est écrire ou monter sur scène et balancer des vannes? Parce que En fait, c'est une bonne question parce que moi, je me repose la question en ce moment avec le confinement, où du coup, on n'a pas pu monter sur scène. Et où, j'oscille entre les périodes où ça me manque et les périodes où ça me manque pas du tout. Il y a des périodes où ça me manque beaucoup et où je me dis putain, il faut que je monte sur scène, machin. Et des périodes où au contraire, je suis très content d'être sur un temps plus long, tu vois, de développer des projets parce que là, j'écris des séries aujourd'hui. Et où tu vois, c'est un processus beaucoup plus long, très chiant aussi, tu vois, parce qu'il y a plein de ça pose, enfin, tu vois, il y a plein d'obstacles, plein de problèmes, mais où du coup t'es sur le temps long et ça te permet de faire les choses, machin, et t'es pas dans l'excitation quotidienne du stand-up et de machin et de cartonner et de tout ça, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, je saurais pas te dire ce que je préfère entre les deux. Entre écrire, juste écrire et monter sur scène, aujourd'hui, je sais pas, je scie entre les deux. Et t'es auteur pour le stand-up ou t'écris que pour toi? J'ai écrit des trucs sporadiquement pour d'autres humoristes, tu vois, mais tu vois, de façon très, tu vois, très sporadique, quoi, où c'était parfois des blagues sur scène, tu vois, écrire un passage pour quelqu'un qui doit faire une télé tu vois, où c'est parfois sur des thèmes précis, tu sais, les passages télé. Donc on écrivait ensemble le passage, tu vois, des trucs comme ça. Et après, tu vois, on se refile des blagues en coulisses, tu vois, des trucs comme ça. Mais écrire un spectacle entier ou co-écrire un spectacle entier, non, ça j'ai jamais fait encore. Et là, t'as écrit pendant le confinement couvre-feu? J'ai écrit quelques trucs, tu vois, des prémices, des blagues, des espèces de trucs. Mais pour moi, c'est trop. Enfin, j'arrive pas du tout à écrire sans monter sur scène, tu vois, sans tester. Il y a un truc vraiment où ouais, t'es pas le seul qui dit ça. Tu vois, il y a plein d'humoristes, tu vois, enfin, qui arrivent comme ça à écrire dans le vide. Sans tester, sans monter sur scène, tu vois, je sais pas, peut-être qu'ils connaissent bien leur voix, et que du coup ils peuvent écrire assez facilement. Moi, j'y arrive pas. Moi, il faut vraiment que je puisse monter sur scène, quoi. T'as relevé le doigt là. T'es plus à l'aise en français ou en anglais? Quand tu joues, c'est plutôt. You raise your finger.
Ah mais là il avait terminé mais là pour le coup t'avais terminé ta réponse. Ouais, j'attends. Mais il avait le droit d'intervenir. Ne lève pas le doigt. Donc je disais. Alors repose ta question. Quand tu joues sur scène, tu préfères en français, en anglais. Donc quel format t'es plus à l'aise quand t'es à l'aise? Je pense que je suis encore meilleur en anglais aujourd'hui, même si ça fait quand même maintenant 3 ans que je joue en français. Mais je pense que c'est très différent en soi de jouer, tu vois, la musicalité est pas la même, les punchlines sont pas les mêmes, le texte est pas le même en anglais et en français. C'est plus facile en anglais ou en français pour toi? Ah, l'anglais, c'est une langue qui est faite pour la punchline. Donc c'est une langue qui est faite pour le stand-up, pour le rap, pour la chanson. C'est une langue qui est faite pour la punch. C'est la langue la plus adaptée. La plus économe, ouais, mais efficiente. La plus économe en mots, la plus efficiente. Ouais, non, mais c'est fait pour ça. Non, c'est un gros, en fait, oui, tu peux estimer que c'est un désavantage, en fait, de jouer en français. C'est vraiment, après, bien sûr, c'est apprendre à modeler une langue et à en faire autre chose. Comme tu le fais dans la chanson, comme tu le fais dans plein de trucs. Mais je trouve vraiment que l'anglais pour le stand-up, c'est l'étoile de Mario, quoi. T'as vraiment un truc où ça facilite beaucoup. Non, mais vraiment, ça facilite beaucoup, quoi. C'est une bonne métaphore. Ouais, non, mais il y a ouais, c'est une bonne métaphore, exactement. On va faire un truc. Tu voulais pas à la fin? On va le déposer. À la fin du podcast, tu sais, genre t'attends qu'on soit tous partis et genre tu fais la liste de tes 10 meilleurs moustaphores de la semaine. Donc, tu veux pas faire ça, Mousse? Déjà le volcan, déjà? T'as le volcan, les tanks. Les tanks. Mais tu vois, recense-les sur une semaine. Je vais noter. Et fais-les à la fin d'un podcast, tu vois. Je vais les réécouter et je vais le faire. Complètement. Ah, donc l'étoile de Mario pour toi, donc c'est ouais, non, mais alors il y a ça et puis il y a aussi le fait que c'est pas du tout le même environnement de stand-up parce que moi je continue, je fais un plateau de stand-up en anglais toutes les semaines à Paris. Où ça? Au Jardin Sauvage. D'accord. Ah, raison, on fait de la pub. Ça s'appelle Great British American Comedy Night. Ok. Là, ça va être à 5h30 là maintenant à cause du couvre-feu et tout, et donc ça va être à 5h30 au Jardin Sauvage, reprise le 22. Et après toutes les semaines, mais je sais peut-être le Jardin Sauvage. Le Jardin Sauvage qui est une péniche qui est une péniche dans le 13e, 12e arrondissement de Paris. À côté de en Bercy. face du ministère des Finances, ouais, en face de Bercy. Voilà. En sous le musée de la mode. Mais donc en fait, c'est pas du tout le même environnement. Le stand-up en anglais à Paris parce que c'est pas du tout le même public, c'est pas les mêmes humoristes, donc en fait, je suis pas du tout dans le même état d'esprit. Et puis je fais surtout aussi beaucoup de maintenant j'écris peu ou même pas de nouvelles blagues en anglais. Je fais surtout du travail de host, quoi, sur mon plateau et où tu vois je présente et je déprésente et machin et c'est surtout ça que je fais aujourd'hui. Et toi, comment tu juges l'humour français par rapport à l'humour est-ce que tu penses que le stand-up français a combien d'années de retard par rapport au stand-up américain? Parce que je pense qu'ils l'ont rattrapé depuis, mais je pense qu'on a du retard, qu'on a même beaucoup de retard, mais que c'est pas lié au fait qu'on n'est pas bon ou qu'on n'est pas, c'est lié au fait que c'est eux qui ont inventé la discipline, qui l'ont inventé 50 ans avant que nous on en fasse, et que ils ont un écosystème là-bas qui est 100 fois le nôtre. C'est-à-dire que moi, quand je vais à New York, j'essaie d'y aller régulièrement. Bon là, évidemment, je suis pas allé depuis un moment, mais pour jouer, tu vois le niveau dans les open mic, tu vois le niveau sur même les tout premiers plateaux, tu vois les trucs. C'est impossible de dire qu'on est aussi bon. C'est pas vrai. Non, bien sûr. C'est pas vrai. Franchement, c'est juste, tu vois, pour l'avoir pratiqué, mais vraiment du pire open mic jusque, tu vois, comme j'ai c'est un peu le principal plateau en anglais à Paris, mon plateau. Du coup, quand t'as des comiques américains, new-yorkais, de Los Angeles, machin, qui passent par Paris, souvent, ils viennent sur mon plateau, pas les grosses stars, hein, pas Dave Chappelle, mais tu vois, les mecs du Comedy Cellar, machin, c'est arrivé que, tu vois, qu'ils passent sur mon plateau. Et du coup, quand moi je vais à New York, tu vois, ils sont sympas, donc ils me mettent sur des plateaux qui sont des gros plateaux. Et donc, tu vois, j'ai vraiment pu faire un peu, tu vois, sur New York, toute l'échelle des open mic les plus débutants jusqu'à ces gros plateaux-là. Et ouais, franchement, je vois pas sur quelle planète tu peux dire que on est au même niveau. Non, on n'est pas au même niveau. Non, j'ai pas au même niveau. Non, mais parce que c'est un débat souvent et je me fais tacler par d'autres humoristes quand je dis ça. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils disent non, on fait des choses différentes, machin, et ils aiment pas se comparer. C'est pas eux qui ont inventé le truc, tu vois. Et je comprends. Je comprends, mais moi, effectivement, c'est pas mon expérience. Moi, mon expérience en y allant, c'est que ouais, on est encore loin, quoi. On est encore loin, et tu vois, ça veut pas dire que il peut y avoir à la fois un effet de rattrapage et à la fois on peut prendre notre propre voie et faire des trucs plus, tu vois, faire du vrai stand-up français.
Mais oui, moi je considère qu'aujourd'hui on est encore en rattrapage. Ouais. Il y a d'autres pays sur lesquels tu t'intéresses au niveau de l'humour, à part les États-Unis et la France? L'Angleterre, quand même, il y a des trucs très cool en Angleterre, même si eux aussi, je trouve que ils sont en rattrapage, mais juste ils ont plus d'avance que nous. L'Angleterre, il y a des trucs très cool, je trouve, très très cool. En Australie, ils ont des trucs très cool. À part ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre pays? Apparemment, il y a l'Allemagne qui est assez développée en Ouais, stand-up. il commence. En Allemagne, ouais, j'ai entendu ça. Il y a une scène, ouais, je devais y aller d'ailleurs, je sais plus quand, là, putain, maintenant tout paraît être, il y a une éternité, tu sais, avec non, voilà, dans le monde d'avant. Dans l'espace-temps. Voilà, je devais, non, parce qu'à Berlin, effectivement, t'as une grosse scène, anglophone de stand-up. C'est en anglais, c'est pas en allemand. Beaucoup en anglais, mais même les comiques allemands, même dès le début, parce que tu sais, le truc, c'est qu'en l'Allemagne et l'Europe du Nord, ils parlent tous très très bien anglais. Tu sais, quand tu vas en Allemagne, quand tu vas au Danemark, quand tu vas en Suède, quand tu vas en Norvège. Ah ouais, ils parlent vraiment, ils sont quasiment tous de la langue. Ils sont quasiment tous bilingues. C'est limite une langue maternelle. Et d'ailleurs, et aux Pays-Bas aussi, où il y a une grosse scène anglophone. D'accord. Aux Pays-Bas. D'ailleurs, il y a un comedy club qui s'appelle Boom Chicago. Ouais. Qui est juste un comedy club anglophone qui a des shows tous les jours, machin. Enfin voilà, donc ils ont une grosse scène anglophone, tous ces pays-là. Et mais honnêtement, je connais pas de comique allemand qui joue en anglais qui là me viendrait à l'esprit. Toi, c'est des endroits où t'aimerais bien aller jouer en anglais? Ouais, moi j'aimerais bien jouer partout. J'aimerais bien jouer partout, là, enfin n'importe où, vraiment. Voir ce que ça donne. Tu vas faire un peu mon Yacine Bellous, tu vois, son documentaire, voilà, qui a World Stand-up Tour, voilà, et d'aller jouer un peu partout et voir ce que ça donne. Oui, sur le principe complètement. Bah ouais, c'est marrant. Et comment tu vois donc pour toi l'avenir du stand-up en France à court et moyen terme? Pour toi, ça va continuer, ça va se tasser? Je sais pas s'il va y avoir un tassement, parce que là, effectivement, on est sur une ascension, une explosion, selon comment tu vois les choses, et est-ce qu'à un moment ça va se tasser et retomber? Ouais, genre, effet de mode un peu long, ou alors un vrai processus. Ouais, mais en fait, non, parce que, moi, je pense pas, j'ai peut-être tort, mais moi, je pense pas parce que c'est justement pas c'est pas un truc qui peut être une mode. Tu vois, c'est pas la tectonique, quoi. C'est pas un truc où tu peux te mettre et tu vois, le stand-up, c'est pas juste une forme d'expression artistique, machin. Ça crée aussi tout ce dont on parlait, donc tout un écosystème. Ça crée des lieux, ça crée des tendances qui, comment dire, ça crée un esprit qui fait après tache d'huile sur plein d'autres choses, sur le cinéma, sur la scène, sur la télévision. Et du coup, c'est pour ça que je pense pas que ça va s'arrêter tout de suite ou que ça va se tasser. Je pense que ça va continuer, qu'il va y avoir un écrémage, hein, forcément, qui va se faire d'une manière ou d'une autre parce que effectivement, il y a eu vraiment une explosion de gens qui font ça, quoi. Tu vois, de gens qui font ça ou qui essayent de faire ça, du stand-up. Mais moi, je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense que c'est un truc qui, une fois que c'est là, ça reste. Et tu le vois en Angleterre, tu le vois en Australie, dans les pays où en fait c'est arrivé. Il y a jamais eu de reflux, en fait. Ça a toujours continué. Parce que j'ai l'impression que ça a déjà, bon après peut-être que on voit ça en tant que Parisien, mais que ça a déjà ringardisé le one-man show à l'ancienne avec les personnages. Oui, mais enfin, peut-être, je sais pas si c'est un peu comme tu dis, quoi. Je sais pas si c'est un point de vue parisien de dire ça. Mais effectivement, il y a peut-être un peu une ringardisation de ça. Il va peut-être aussi y avoir, tu sais, un phénomène où justement, le one-man show va réapparaître d'une autre façon. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec, il y a un spectacle sur Netflix qui a été fait par une humoriste australienne d'ailleurs qui s'appelle Anna Gatsby. Le spectacle s'appelle Nanette et qui est un spectacle qui a tout explosé il y a 2 ans, qui est devenu un truc un peu planétaire parce que c'était un spectacle où donc l'humoriste en question expliquait pourquoi elle arrêtait le stand-up. Ce qu'elle a pas du tout fait, puisqu'après elle a sorti un autre spectacle sur Netflix, évidemment. Mais ce qui était une réflexion, en fait, le spectacle très intéressante sur le stand-up et les blagues, et qu'est-ce qu'on peut faire avec des blagues, et comment on peut vraiment raconter qui on est, et toute cette dichotomie, enfin c'est cette opposition entre les blagues et les histoires. Mais ça, tu vois, typiquement, c'est un truc qui mêlait stand-up et one-woman show, et qui pour autant est pas du tout ringard, qui a pas du tout été, et qui était vraiment, et qui est un truc qui est devenu un phénomène mondial, quoi, ce spectacle. Donc, je pense qu'en fait, peut-être ce qui va être ringardisé, c'est vraiment le truc à l'ancienne, les sketchs, les perruques, tu vois, mais je pense pas que le seul en scène va être abandonné, parce je pense qu'il y a des trucs vraiment, il y a des seuls en scène vraiment extraordinaires
moi, un des plus grands spectacles, seul en scène, stand-up ou pas, tout confondu que j'ai jamais vu, pour moi, c'est le premier spectacle de Gad Elmaleh. Décalage, pour moi, c'est un truc, mais absolument extraordinaire. Parce qu'il arrive à mêler du stand-up et du one man show. Il y avait une vraie mise en scène, très minimaliste, mais que moi je trouvais génial, où il faisait, tu vois, la taille de ses appartements avec une, je sais plus comment ça s'appelle le projecteur, la douche. Une douche, tu vois, qu'il faisait, et avec la lumière, tu vois, tu voyais un carré de lumière qui à chaque fois représentait la taille de son appartement au fur et à mesure de ses voyages, parce que donc il part au Maroc, il est au Maroc, puis après il va à Montréal, puis après il va à Paris. Et où il y avait de la mise en scène, il y avait de la musique, il y avait des noirs, il y avait des actes, tu vois, il y avait des sketchs bien découpés, mais c'était phénoménal. Et ça, tu vois, effectivement, moi je veux garder ça. Parce que ça, tu fais des choses avec ça que tu peux pas faire juste avec du stand-up. Parce qu'on recevait Marina Kars qui disait pareil, en fait, disait, moi je fais du stand-up, mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire aussi dans mes spectacles, de mettre des personnages. Parce qu'elle kiffe faire ça et qu'en fait, en changeant un peu les lumières, en jouant là-dessus, sur les effets. Non, mais je comprends complètement parce que je pense qu'il y a vraiment, c'est pas du tout un truc, tu vois. Ringardiser ce qui était déjà ringard, oui. Mais si ça doit aboutir à ne plus utiliser des outils, tu vois, qui sont en fait des outils narratifs qui peuvent vraiment apporter une autre lumière, qui peuvent apporter des émotions, des choses que tu peux pas juste apporter avec le stand-up, ça serait vraiment dommage. Je pense pas que ça arrivera de toute manière, parce qu'il y a une demande aussi pour autre chose. Parce que le spectacle qui se vend le plus en France, enfin après hors pandémie, c'était les Baudins. Oui, j'avais entendu ça, ouais. Ouais. Oui, il y a encore cette tradition bien ancrée en France. Ouais, oui, mais c'est super. Tu vois, mais tu es très bien. Non, mais très bien, vraiment, tu vois, mais moi j'adorais les vampes, par exemple. Ouais. Il y a des trucs super drôles comme ça. Mais après, c'est ce que t'en fais. Tu vois, tu peux faire du personnage, tout est dans ce que t'en fais. Tu vois, t'as des trucs de personnages qui sont extraordinaires, mais t'as des trucs, tu dis, mais oh là là, putain, c'est pièce de fin d'année de CM1, quoi, tu vois. Donc, tout est dans la manière dont tu le fais. De la même façon que t'as du stand-up pourri, hein. Je veux dire, tu vois, c'est la qualité, quoi. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que ça marche? Mais complètement. Et juste, pour terminer, savoir un peu les projets, là, pour 2021, ce qui reste de 2021. Mais moi, je cherche une place de serveur au Paname, donc si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas. Ça m'arrange. Tu veux être plus derrière le bar ou au run? Ça veut dire, est-ce que tu vas aller prendre les commandes partout, même Dame Pipi, ça me va. Même prendre les tickets à l'entrée? Ouais, même tout. Et tu veux pas bosser à la régie? Qui va faire la régie, d'ailleurs? Je sais pas. On va voir. Non. Je sais pas. Parce que pour ceux qui savent pas, la régie, c'est très important au Paname. Oui. Très important au Paname, c'est une espèce de lieu stratégique du Comedy Club. Et donc c'est le régisseur ou la régisseuse, c'est quelqu'un de très important. Ouais. Mais sinon non, pour les projets, donc là je développe des séries. D'accord. En solo ou avec des gens, moi je développe pas. Ah non, avec des boîtes de prod, ouais, mais aussi avec des co-scénaristes. Sinon des séries humoristiques principalement. Ouais. Non, c'est que des comédies que je fais. Après je bosse avec Laura Domange. Sur une émission sur Teva. Les piquantes, voilà, exactement. Ouais. Piquantes. Et peut-être sur une autre émission, là, sur autre chose qui va peut-être arriver. Donc là, donc les piquantes, on peut retrouver les sketchs que tu fais sur la page Facebook de Laura Domange, c'est ça que c'est Exactement, ouais. Ouais, sur sa page Facebook, sur son Insta aussi. D'accord. Ouais, je sais que je suis pas très... On n'a pas parlé de ton compte Insta, là, Macron, là. Ouais, mais je fais quasiment plus rien dessus. Non, tu l'as arrêté? Non, je l'ai pas arrêté, mais c'est juste que, je sais pas, j'ai un rapport à ça, tu vois. Parfois j'en poste, tu vois, parfois pendant 6 mois je poste rien, et parfois je me remets à poster des trucs. Je sais pas ce que je vais en faire. Macron je vais l'abandonner, peut-être. Ouais. Alors on peut retrouver aussi tes vannes sur Macron ressemble. Macron ressemble, voilà. Vous pouvez voir mes archives de vannes sur Macron. Monomaniaque. D'accord. Voilà. Hugo Gertner, merci d'avoir été avec nous. Gertner. Oui, Gertner, okay. Voilà. Vous pouvez retrouver sur Instagram Macron ressemble parce qu'il n'a pas d'Instagram perso. Voilà. Et vous pouvez voir ses activités. Tu peux. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut voir à part les piquantes, Laura Domange? Non. Des séries ou des films que tu peux recommander? Non, que vous pouvez voir, non. Que t'as mis ta patte. Tous les trucs de Canal, ça a été Blackpink, c'est fini. Blackpink, ça a été enterré. Moi, non mais le fossoyeur. Je suis un fossoyeur de contenu. Ouais. Non, ces trucs-là. Non, il y a juste là, en ce moment dans les trucs que je fais, il y a les trucs de piquant, donc que je fais avec Laura Domange. Et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Très bien. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission pour retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Le Pitch Club.